soyez les bienvenus dans l'espace des livres et les plaisirs de Marc Page. Bonsoir Romain Sardou. Romain, très jeune, oui, vous vous passionnez pour l'opéra, et principalement pour Wagner. Cet amour vous conduit à la découverte du théâtre, oui, puis à celle de l'écriture. Vous avez travaillé 2 ans à Los Angeles pour écrire des scénarios pour enfants, pour les studios Walt Disney. Votre premier roman, Pardonnez nos enfances, publié chez Ixo, eh bien, rencontre un certain succès. Enfin, en juillet 2019, vous faites jouer votre première pièce, Antigone, que vous mettez également en scène, on va le souligner, parce que vous n'êtes pas tout seul, il y a Xavier Simonin au Festival Off d'Avignon. Ce soir, vous venez nous présenter votre nouveau roman, Un homme averti ne vaut rien, aux éditions Ixo, qui ce soir en profite vraiment très chaleureusement pour saluer et remercier Stéphanie et Mélanie, qui sans elles, cette interview n'aurait pu se faire. On vous embrasse les filles. Romain, la vie, oui, reprend peu à peu son cours, si on peut dire ainsi, après ces mois de confinement, un petit peu plus de liberté, voilà, liberté qu'on reprend petit à petit. Comment s'est passé vous-même votre confinement, en quelque sorte, voilà, si on revient un petit peu en rétropédalage, un petit peu en retour en arrière, et puis comment vous vivez cette promo, j'allais dire, puisque là c'est le déconfinement et ça tombe bien, le livre est sorti. Racontez-nous. Le confinement, pour être honnête avec vous, n'a pas énormément changé mon mode de vie, parce que quand on est, la plupart des romanciers, on travaille chez nous, on sort pas tant que ça, on est un peu confiné, on est un peu déconfiné volontaire tout au long de l'année avec ce type de métier. On passe beaucoup de temps à lire, à écrire, à corriger, voilà. Donc c'est vrai que ça n'a pas été pour moi un choc ou un changement de vie extrêmement brutal. Le fait de devoir rester à la maison, bon, je dis, c'était pas si fou que ça. Après, ce qui était hallucinant d'une certaine manière, c'est que cet événement soit à ce point mondial, à ce point rapide, à ce point inattendu. Enfin, voilà, ma vie continuait normalement, sauf qu'on avait l'impression de vivre dans un roman ou dans un film, d'une certaine manière, parce que ceux qui auraient pu imaginer un tel choc mondial, quoi. Oui, c'est vrai, c'est qu'on suivait un peu ça comme une narration, quelque chose de vraiment très étonnant, de très inquiétant, de très triste. Voilà, c'était j'allais dire, dans le quotidien, j'ai pas eu le renversement qu'ont pu connaître beaucoup de gens qui avaient l'habitude de se rendre à leur bureau, à leur travail, qui tout d'un coup, voilà, se retrouver chez eux, ce qui était inhabituel. Ça, j'ai pas eu ce choc-là. Mais en revanche, j'ai eu le choc du romancier qui voit un roman se faire dans la vie, d'une certaine manière. Là, cette fois-ci, ça y est, un peu plus de liberté. C'est le moment des promos, entre guillemets. C'est étrange, ce redémarrage, on est à la fois content et à la fois on marche sur un pied, quoi. C'est très étonnant. J'espère que, en fait, le déconfinement, comme vous dites, on récupère quelques petites libertés de temps en temps et heureusement, et c'est bienvenu, mais je pense que c'est surtout dans nos têtes qu'il va falloir se déconfiner, hein. Qu'il va petit à petit passer, reprendre goût, reprendre envie, ne plus moins s'inquiéter, regagner un peu de légèreté, en fait. Et ça, je pense que ça va prendre encore un peu de temps, et c'est pas complètement lié uniquement à ce que les gouvernements décident ou ne décident pas de faire dans leurs différents pays. Je pense que c'est beaucoup dans nos têtes qu'il va falloir se déconfiner. Alors ce soir, il est question dans Tous au poste, dans cette émission, voilà, si vous venez de nous rejoindre sur l'idée de culture, on parle de musique, on parle de livres avec vous, Romain Sardou. Un mot sur la culture. On a écouté l'élocution président Emmanuel Macron. Pour l'instant, voilà, il y a eu certaines choses qui ont été dites, mais sur la culture, le sport, pas grand-chose. Ça vous inquiète ou alors pas du tout? Enfin, voilà, par rapport à cette culture, quelles sont vos sensations? Oui, je suis inquiet de ne pas avoir d'annonce arriver, et d'un autre côté, c'est peut-être assez normal. C'est pas la peine de prendre des décisions trop tôt et risquer de rétro-pédaler encore un peu après. Attendons encore un peu de voir, c'est le 22, non? On doit encore avoir des nouvelles dispositions. Attendons de voir un peu vraiment comment se passe ce déconfinement au niveau du virus, parce que c'est quand même le sujet numéro 1, pour voir si on peut rouvrir les salles de spectacle, les concerts. Enfin, voilà, c'est pas anodin, hein, ce genre de regroupement massif. Donc je pense qu'il faut espérons que ça arrive le plus vite possible, mais que ça arrive en connaissance de cause, quoi, en sachant bien qu'on ne reprend pas des risques encore énormes. Ce serait abominable de se redéconfiner, de tout rouvrir et de tout refermer 3 mois après, quoi.
dur. Pour les gens de spectacle, c'est très violent, hein. C'est un arrêt total de leur activité. Mais voilà, il y a un tel risque que voilà, j'espère que par la décision sera prise, elle sera prise vite, mais qu'elle sera la bonne décision. Pour rebondir à ce que vous disiez tout à l'heure, donc oui, le 22 juin prochain, Emmanuel Macron s'exprimera sur cette nouvelle phase de déconfinement avec encore peut-être un peu plus de souplesse, donc on verra dans les jours à venir effectivement ce qu'il en est tout à fait. Donc réponse lundi prochain, bien entendu, et Village FM ne manquera pas de relater toutes les informations que donnera le président de la République, Emmanuel Macron. Romain, oui, racontez-nous pour celles et ceux là qui viennent tout juste, là, qui viendraient d'arriver, qui nous écoutent peut-être depuis leur voiture, pourquoi pas, et on les remercie d'être avec nous ce soir. Cet amour pour l'écriture, oui, racontez-nous quand est-ce qu'elle est arrivée en quelque sorte, qu'est-ce qui a fait le déclic? Le déclic, c'est la lecture. En ce qui me concerne, c'est vraiment, j'ai été un enfant et un adolescent très attaché au livre. Hein. Je lisais, vous savez, j'ai un peu même la caricature de l'enfant qui adore lire, avec toujours un livre dans sa poche et tout ça. Enfin, j'ai adoré lire quand j'étais enfant, et j'ai tout de suite, dès que j'ai aimé, j'ai voulu refaire la même chose. J'ai tout de suite rêvé de pouvoir refaire des livres tels qu'ils me fascinaient quand j'étais enfant. Et je crois que le déclic le plus marquant pour l'écriture, ça aura été Walter Scott. En fait, c'était cet écrivain écossais du 19e siècle qui a un peu inventé le roman historique et qui faisait des grandes sagas médiévales qui se passaient en Écosse. On y voit évidemment Ivanhoe, Romplo, tout ça, tous ces personnages absolument incroyables. Ça m'a donné à la fois le goût du roman et le goût pour l'histoire. Donc c'est vraiment, je dirais, cette lecture-là, elle a été, je devais avoir 12-13 ans, elle a vraiment été marquante, vraiment marquante. Oui, passionné pour l'histoire, c'est vrai, on l'a pas dit tout à l'heure, mais un grand passionné, plutôt quelle époque? Oui, la plupart de mes romans sont des romans historiques. Le dernier se passe aujourd'hui, mais les personnages enquêtent eux-mêmes sur le passé de leur famille. Donc, d'une certaine manière, on remonte l'histoire à travers leurs aïeux. Alors plutôt quelle période, voilà, pour ceux et ceux qui découvriraient ce soir, Romain Sardou, il aime quoi comme période historique? Moi j'aime beaucoup le Moyen-Âge, mais pour être un peu plus précis, parce que le Moyen-Âge représentant un millénaire, quand on dit Moyen-Âge, on dit tout et on n'a rien dit. Moi j'aime beaucoup le XIIIe siècle, qui est d'une certaine manière un des siècles où le Moyen-Âge ressemble le moins à l'idée qu'on se fait du Moyen-Âge. C'est-à-dire qu'on a tout le temps ces images un peu très sombres, très noires, dangereuses, un peu un recul de la pensée, tout ça, quelque chose de très négatif. Et vous avez là un siècle qui est au contraire extrêmement lumineux, extrêmement intelligent, ouvert sur des idées qui commencent à germer, qui donneront la Renaissance quelques décennies plus tard. C'est vraiment un siècle assez génial, parce que beaucoup de choses pour l'Europe se mettent en place à ce moment-là. Et donc j'aime beaucoup. J'ai fait 3 romans qui se situent à cette période, parce que je trouve qu'elle est riche d'enseignements et que surtout elle est surprenante, parce qu'on ne s'attend pas à voir des hommes penser comme ils pensent à ce moment-là, ou faire ce qu'ils font en plein milieu du Moyen-Âge, qu'on imagine, je me dis, une fois de plus, très pétri de superstition et de peur. Romain, si l'on s'invite là chez vous, et on y est, on est avec vous, on se dirige là, on est face à votre bibliothèque, oui, on se l'imagine. Qu'est-ce qu'on peut y retrouver notamment à l'intérieur de celle-ci comme beau trésor? Dans ma bibliothèque? Oui. Vous allez avoir beaucoup de livres d'histoire, ça c'est sûr, beaucoup d'études, beaucoup de romans historiques aussi, des Français, des Anglais, que j'aime beaucoup la littérature anglaise du 19e siècle principalement, j'aime vraiment beaucoup ça. Vous trouverez beaucoup de théâtre, parce que je suis un fou de l'écriture dramatique. Qu'est-ce que vous trouverez comme trésor? Après, vous voulez dire comme trésor en tant que livre eux-mêmes? Pas forcément comme pépite, ouais, pas forcément. Je disais trésor parce que, pour pas dire, pour la plupart des lecteurs, chaque livre peut être un trésor, vous voyez, une découverte, ou peut-être faire penser à quelque chose. Quand j'étais petit, ce livre-là, c'est comme vous disiez tout à l'heure, un livre qui peut donner envie d'écrire, ou le goût, vous voyez, pour la lecture ou l'écriture. C'est-à-dire que par exemple, j'ai un pan dans ma bibliothèque qui est très sentimental pour moi, et très particulier, qui sont vraiment les tout premiers livres qui m'ont frappé, j'ai gardé que je garde avec plus d'affection d'autres, parce que c'était ceux de mes 11, 12, 13 ans. Et dans ceux-là, vous avez un recueil de poèmes de Victor Hugo qui s'appelle Les Contemplations, une petite édition de poche. Et j'aime spécialement ce livre
j'ai un petit coin de livres comme ça qui sont, je les garde, j'y touche plus, d'ailleurs je les ouvre plus, mais c'est vraiment, chaque fois que je passe devant, ça me ramène à mon extrême jeunesse, quoi. C'est assez, ce sont mes Madeleines de Proust à moi. Tiens, on va s'adresser aussi à j'allais dire, une passion que vous avez. Je pense que là, c'est familial forcément. C'est la musique, oui. Comment elle est née cette musique? C'est grâce à votre papa Michel Sardou, peut-être? Oui, et même directement, puisque en fait, mon goût pour la musique classique est arrivé d'un accident. Enfin, d'un accident. On était dans son bureau, enfin, je crois que c'était pendant un été, et à un moment, il décide de ranger ses discothèques. Donc, à l'époque, vous savez, c'était 33 tours, donc c'était des beaux objets en soi. Les plus jeunes qui nous écoutent ne savent plus ce que c'est, mais c'était de très très beaux objets. Et donc, il décide de faire un classement et de ranger toute sa discothèque de l'époque. Donc, j'avais 10 ans, et donc je lui passe les disques, voilà, on est en train de ranger, et à un moment, je tombe sur un petit coffret de 33 tours. Enfin, un petit coffret, je crois qu'il y avait 3 ou 4 disques dans le coffret. Puis je regarde le titre, je vois Jean-Sébastien Bach, cantate de Jean-Sébastien Bach. Donc il y a un coffret, puis je vois un deuxième coffret, puis je vois un troisième coffret, un quatrième, un cinquième coffret. Et je me fais la réflexion, je me dis, mais c'est incroyable ce Bach, parce que je voyais bien que mon père sortait un disque par an. Et là, je vois tous ces disques qui s'accumulent, et je dis à mon père, voyons, il a fait beaucoup de disques, ce Jean-Sébastien Bach. Là, mon père rigole en disant en plus, mais ça, c'est juste un dixième ou un centième de tout ce qu'il a composé. Donc, je dis à mon père, est-ce que je peux en prendre un pour écouter à quoi ça ressemble? Et là-dessus, il me dit, non, n'écoute pas ça, ça va pas te plaire, ça va te faire chier. Et il me tend à la place 3 disques qui étaient les ouvertures de Richard Wagner. Il me dit, écoute plutôt ça. Bon, très bien, je prends mon disque, je monte dans ma chambre, je pose ça sur le petit 33 tours, j'écoute, et là, je me prends une gifle. Mais alors, comment dire, c'est comme la première fois qu'on découvre le cinéma. Vous voyez, tout d'un coup, le premier film, la première fois que vous allez au cinéma, où généralement tout le monde s'en souvient toute sa vie, là, pour moi, la découverte de la musique classique et de l'opéra à travers Wagner, c'est le même type de gifle. Je suis tombé mais en amour pour cette musique. J'ai tout de suite, alors après, j'ai pris les opéras qu'il y avait à la maison de Wagner, j'ai commencé à lire l'histoire de ces opéras que je voyais avec mes yeux d'enfant. Donc pour moi, la tétralogie de Wagner, c'était comme Star Wars au cinéma. J'étais fasciné par cet univers, ça mélangeait le théâtre, ça mélangeait la musique, ça mélangeait la narration. Enfin voilà, je suis devenu fou de cette musique. Et mon premier réflexe quand j'étais enfant, c'est de me dire, voilà, plus tard, je ferai la même chose. Je raconterai des histoires avec de la musique et du théâtre, je ferai des opéras. Donc tout est parti de ce rangement de bibliothèque, enfin de discothèque de mon père. Je peux dire que de fil en aiguille, en plus, toute ma vie, en fait, a pris une direction particulière depuis ce jour-là. C'est amusant. Quelle belle anecdote, en tous les cas, on peut s'imaginer, vous montiez dans votre chambre pour écouter du Wagner, c'est assez incroyable de découvrir c'est magnifique, franchement, pour les celles et ceux qui ne connaîtraient pas, qui seraient jeunes, je vous assure, il faut pas passer à côté de ça, on peut pas... Non, il faut pas. C'est une expérience humaine, cette musique. Romain Sardou, intéressons-nous cette fois-ci à votre dernier roman qui s'intitule, on le rappelle, Un homme averti ne vaut rien, aux éditions XO. Comment vous est venue l'idée de départ d'écrire cet ouvrage? Racontez-nous. En fait, ça parle ce roman parle de deux familles. Il y a une famille d'anglais et une famille d'irlandais qui vivent en Amérique. Alors, pour ceux qui me connaissent, en fait, ces deux familles, j'en ai déjà parlé dans 2 romans précédents, mais qui se passaient au XVIe et au XVIIe siècle. Et j'ai eu envie de les reprendre aujourd'hui, en fait, de me dire, tiens, mais qui sont les descendants de ces personnages principaux? Donc, j'avais envie de recoller les wagons avec un autre regard. C'est-à-dire que ces deux familles, je les ai créées au moment où les États-Unis se formaient, c'est-à-dire au XVIIe et à la fin du XVIIIe, quand il y a eu la Révolution américaine. Donc c'était des colons anglais et des colons irlandais qui partaient en Amérique pour créer un nouveau pays. Ils avaient des idéaux, ces hommes et ces femmes à l'époque-là, ils avaient une soif de liberté, ce sont les pères fondateurs des États-Unis, donc il y avait une vraie soif de liberté, de créer un monde nouveau. On en parle beaucoup en ce moment du monde nouveau, mais à l'époque il y a eu vraiment un ancien monde et un nouveau monde. Moi j'adorais ces personnages historiques parce qu'il y avait une force, il y avait une vigueur, il y avait une actualité dans leur soif de liberté et d'indépendance que je trouvais très forte, qui me parlait beaucoup. Et donc j'ai beaucoup travaillé sur cette période-là. Et j'avais envie, en traitant des descendants aujourd'hui, de me dire, mais où en est-il ce rêve américain qui a poussé tant d'hommes et de femmes à traverser cet Atlantique
dramatique et aller recommencer leur vie et créer un autre monde. Est-ce qu'il est toujours d'actualité? Est-ce qu'il n'y aurait pas certains idéaux qui auraient été trahis, qui auraient été dévoyés? Est-ce qu'on est vraiment, est-ce que ces descendants-là, ils sont toujours à la hauteur de leurs ancêtres? J'avais envie de faire, voilà, de parler de l'Amérique à travers encore ces deux familles. C'est vraiment ce qui m'a poussé à avancer, à travailler sur ce livre. Romain, expliquez-nous comment s'est passée cette fois-ci la phase d'écriture, voilà, en quelques mots brièvement, en termes de chapitres, des personnages, et puis est-ce qu'il y avait un plan? On sait que certains auteurs fonctionnent de la sorte, est-ce que vous avez un plan préétabli, ou alors pas du tout, c'est comme ça un peu au feeling, quoi? Alors non, en fait c'est les deux. Pour être honnête, je fais toujours un plan avant de démarrer, j'ai besoin d'avoir une idée d'à peu près où je vais, et vous pouvez être sûr que ce plan, je vais le détruire à peu près 15 fois. C'est-à-dire que dès que je me mets à travailler, dès que je commence à rentrer, en fait le plan il bouge tout le temps. La fin change, un personnage secondaire devient un personnage principal, inversement un personnage principal arrive au début puis disparaît très vite, alors que je pensais qu'il allait au bout, il peut mourir ou il peut être éjecté de l'histoire assez rapidement. Voilà, j'aime bien avoir un cadre, mais je sais que ce cadre il est provisoire, qui va juste me servir à trouver des idées ou à aller dans les chemins que je n'avais pas prévus au début. Il n'y a pas cette idée de, voilà, je bloque une trame et je n'en sors plus, je ne fais que de la rédaction. Au moment de rédiger, il y a des nouvelles idées qui arrivent, il y a des bonnes idées qui se révèlent être des mauvaises idées ou de fausses bonnes idées. Enfin, voilà, c'est très malléable et jusqu'au bout. Des fois, dans le dernier mois, je peux rechanger intégralement le début du roman. Donc c'est très, voilà, moi je suis une pâte à modeler quand j'écris. Mon roman est une pâte à modeler, on va dire. C'est bien ça, et après ça semble comme il faut, et après ça fait... Voilà, et à un moment ça bouge plus. Et à un moment on peut plus bouger justement. Ça c'est aussi la phase qui est assez amusante, c'est que tout d'un coup les personnages ont pris suffisamment d'autonomie et la suite des événements est suffisamment logique pour que j'arrive plus à trop bouger certaines choses. Donc c'est là où je sens que j'arrive vraiment dans la dernière phase de travail du roman. Pour donner envie à celles et ceux qui vous écoutent ce soir, Un homme averti ne vaut rien, c'est l'histoire de quoi en quelque sorte, voilà, pour donner cette envie, un petit peu le synopsis, le speech, on peut dire ainsi, en quelques phrases, c'est quoi? Donnez-nous cette petite envie de se dire, tiens, j'ai envie de lire le dernier livre de Romain Sardou. Écoutez, imaginez que vous êtes dans votre vie normalement, tranquille, et là tout d'un coup vous rencontrez un inconnu qui s'approche de vous, qui vous tend une valise. Cette valise est remplie de billets de dollars, de 4 à 5 millions de dollars. Et cette personne que vous ne connaissez pas vous dit voilà, ça c'est pour vous. Ne cherchez pas d'où ça vient, ne me demandez pas d'où ça vient, ne demandez pas de qui ça vient. Dites-vous que c'est à vous, c'est légitimement votre propriété, profitez-en, mais voilà, je disparais, vous ne me reverrez jamais et ne posez pas de questions. Ah bien, bon, ça va cet argent-là, donc déjà qu'est-ce que vous en faites, comment votre vie se bouleverse et tout ça, et surtout, est-ce qu'à un moment vous allez vous dire, non mais c'est pas possible, j'ai envie de savoir d'où ça vient. Et en cherchant, en fait, je vais créer deux personnages qui vont avoir cet argent qui leur arrive comme ça, un peu tombé du ciel du jour au lendemain, et ils vont s'apercevoir qu'ils ne sont pas les seuls, qu'il y a d'autres personnes comme ça aux États-Unis qui reçoivent de l'argent de manière totalement anonyme et totalement inconnue. Certains font ce qu'on leur a dit, c'est-à-dire que prennent l'argent, posent pas de questions, en profitent, en font profiter les autres, enfin voilà, vivent leur vie du mieux qu'ils peuvent, et d'autres au contraire cherchent à savoir. Et c'est là où pour eux ça se gâte, parce que voilà, cet argent a une histoire très lointaine, elle remonte à des événements bien loin des gens qui viennent de recevoir cette valise, et pourtant cet argent est bien à eux. Voilà, c'est un peu le pitch de départ de toute cette histoire, c'est d'où vient l'argent et pourquoi. On en dit pas plus, qu'est-ce qu'il va se passer? Et bien pour ça, il faut découvrir le dernier Romain Sardou, on le rappelle, le titre, Un homme averti ne vaut rien, c'est aux éditions XO. Romain, quels sont L'avertissement était bien celui-là, l'avertissement était ne cherchez pas à savoir d'où ça vient. C'est exactement ça. Donc, il y en a qui n'écoutent pas, et il y en a qui n'écoutent pas, donc qu'est-ce qui va se passer? Ça, on ne leur dit pas. Chut, pas un mot, Romain. Quels sont vos projets pour la suite? Oui, un nouveau roman peut-être? Bon là, il y a la promo, mais bon, un nouveau roman, je suppose, comme tout auteur, et puis peut-être une nouvelle pièce, non? Racontez-nous. Alors, le théâtre, pas tout de suite. À l'automne, je vais publier un nouveau conte de Noël. J'en ai déjà publié 3, et là, cet été, je retravaille sur un nouveau conte, et il devrait y avoir un autre roman à la rentrée 2021, enfin en octobre 2021, logiquement. Voilà ce qui est prévu pour le moment. Et bien, on va suivre ça avec précision, et on ne manquera pas de revenir, si vous le souhaitez, vers vous pour en faire part et faire un coup de projecteur, bien sûr.
Romain Sardou, on rappelle que vous êtes l'auteur d'Un homme averti ne vaut rien aux éditions XO, qui on en profite une nouvelle fois pour remercier cette belle et chouette maison d'édition. Romain Sardou, un grand merci d'avoir été l'invité de l'Espace des livres et les plaisirs de Marc Page. Merci à vous, c'est très gentil, merci, bonne soirée.